Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode du Nix Info Podcast. C'est le dernier épisode de la saison 1. On vous annonce tout de suite qu'il y aura une saison 2 après la saison 2023-2024 de l'Océanique. Puis qui de mieux pour terminer cette première saison en beauté que le troisième meilleur pointeur de l'histoire de l'Océanique de Rimouski, champion de la Coupe Memorial en 2000, Michel Ouellet. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci Euh, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ben, ça fait plaisir. Parle-nous un peu de ton parcours avant d'arriver avec l'Océanique dans la LHJMQ. Comment tu as appris ton repêchage, tout ça, ton parcours au hockey mineur. Ben, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 7 ans, j'étais à Gaspé à l'époque. J'ai joué 2 ans dans l'hockey mineur à Gaspé avec mes parents déménagent à Rimouski. Puis j'ai commencé à partir de l'Atome là, au double lettre à Rimouski. J'ai joué Atome Pee-Wee dans Rimouski. Puis après ça, Bantam première année, ça a été j'ai été joué double lettre, c'est la Ligue McDonald's dans ce temps-là. On jouait jusqu'à sa côte nord, tout ça. C'est que c'était assez gros, puis on avait bien du fun là-dedans. On a grandi pas mal avec les voyages sur le bateau, traversé, puis ça a été des belles expériences. Puis l'année d'ensuite, ma deuxième année Bantam, j'ai eu la chance que il y a eu la nouvelle ligue. Ben, c'était pas une nouvelle ligue, mais à Rimouski, c'était de nouveau le 2A qui avait été installé à l'école Claire-Leroux-Dubé. Donc, j'ai pu profiter de cet élan-là, de jouer pour eux, puis d'avoir la chance de me faire repêcher par l'Océanique en troisième Mhm. ronde cette année-là. Mm. Puis, je sais pas, j'ai entendu dire que tu avais appris ton repêchage, tu étais à l'école. Parle-nous un peu. J'ai entendu dire par un épisode, tu avais fait une émission avec l'Océanique, puis tu as raconté que justement tu étais à l'école, puis c'était Doris Labonté, je crois, ou Maurice Tanguy qui t'avait amené, qui était venu te chercher à l'école. C'est-tu vrai cette anecdote-là? Ouais, ouais, exact. C'était, dans le fond, c'était la rencontre d'avant-repêchage. Quelques semaines avant, OK. il était venu effectivement me chercher à l'école pour que j'aille les rencontrer dans un bureau au Colisée Bon. pour poser les questions puis essayer de me connaître un peu plus. C'est assez spécial, effectivement. Disons que tu Ben t'attends oui, pas vraiment à ça. ça part bien une journée, ça. Ouais, ouais, exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y avait au Colisée, toi qui as joué dans les tout débuts de l'équipe? Oh, oui, regarde, c'était magique. J'ai été présent comme spectateur les 2 années avant que je joue, donc je le vivais déjà. Comment que Ben c'est ouais. difficile d'avoir des billets. C'était vraiment difficile. Il fallait que tu te prennes d'avance pour être Mhm. capable de pouvoir assister au match. Sinon, il fallait que tu connaisses des bonnes personnes qui avaient déjà des billets de saison, des affaires du genre. Mais le fait de jouer devant des colisées pleins, pas mal toutes les games, c'était vraiment exceptionnel. Tu sais, ils appellent ça le septième joueur, c'est pas pour rien. Là. L'ambiance puis l'énergie que ça donne à une équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on a su tirer de profit de ça, dans le fond, dans nos années à Rimouski, là. Puis je pense que vous avez quand même imposé votre marque dès le début, là, tu sais. Michel Germain, il en parlait dans un autre podcast qui disait il y a eu les premiers matchs, il y avait des 4000. Après ça, il y a eu deux matchs, c'était dans les 3000. Puis après ça, comme 140 matchs consécutifs, 4000 et plus. Je pense que l'impact que l'Océanique a eu sur la ville et sur la région a été quand même immédiat, là. Bon, oui, exact, exact. Je pense que les gens attendaient quelque chose du genre à cette époque-là aussi. Tu sais, il y avait, je me rappelle plus, mais si ma mémoire est bonne, il y a eu quelques games hors concours qui s'étaient joués à Rimouski, puis ça attirait quand même du monde, puis tu voyais que l'engouement était là. Puis dans ce temps-là, tu sais, les activités, à cette heure, il y a beaucoup plus d'activités que tu peux faire, mais à ce moment-là, le hockey prenait Ouais. toute la place. Puis je te dis, comme je disais tantôt, il fallait que tu t'arranges pour être capable d'aller à la game. Fallait avoir des contacts. Ouais, exact. On va rentrer tout de suite dans la saison de rêve 1999-2000. Parle-nous de cette saison-là. Comment que c'était l'ambiance dans le vestiaire, sachant que vous avez quand même probablement la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior major du Québec, voire même de la Ligue canadienne. Ouais, ben, je te dirais que, tu sais, en commençant la saison, on avait un objectif qui était clair, mais il a tout le temps resté dans la chambre. On l'a jamais exposé au Non, grand non. public. Puis, plus que l'année elle avançait, tu sais, des fois, il y a des équipes qui ont on peut appeler ça des clics ou ben non, tu sais, nous autres, c'était une ambiance d'une équipe. Tout le monde acceptait de jouer pour un, c'était l'Océanique.
Puis on était leadé par Doris Labonté en haut, Ouais. qui il y avait tellement de respect pour tout le monde qui était dans cette chambre-là. Puis après ça, on avait Brad Richards, puis les autres qu'on connaît qui leadaient sur la glace. Donc, c'était dur quand tu embarquais sur la glace de pas donner ton maximum puis de pousser dans la même direction que ces gens-là. Comment t'as vécu les séries puis la Coupe Memorial justement en 2000 quand vous avez gagné les deux trophées avec l'équipe? Hey, ça a été, regarde, je pense qu'on a perdu 2 games dans ces séries-là. Ça fait que c'était, comment je peux dire ça, on s'en allait jouer, puis dans notre tête, on allait gagner le match. Ça fait que tout le monde apportait, en plus, que ça soit de la première ligne à la quatrième, au premier ou sixième défenseur, même quand il y a des gars qui jumpaient dans le line-up à différents moments. Donc, tout le monde apportait quelque chose à cette équipe-là, puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une des plus belles années, je pense, de l'hockey junior. Puis Vous je étiez tous pense qu'il dans y le avait de même la. sens, hein. Pardon? Vous étiez tous dans le même sens, là. Ouais, ouais, exact. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose que tu vis à chaque saison que tu joues au hockey, ça, je peux te le confirmer. Non. Puis surtout avec ce qu'on connaît du fameux cycle junior, là. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de profondeur cette année-là. Tu sais, on parle souvent des Michel Ouellette, Jonathan Beaulieu, Brad Richards, mais il y avait les Koenig, Jacques Larivière aussi, Sébastien Caron. Je pense qu'il y avait beaucoup de profondeur dans cette équipe-là, là. Oh, oui, exact. Effectivement, on avait une contribution de tout le monde. Tu sais, en finale, à Gatineau, on avait Jean-Philippe Brière, Nicolas Poirier qui est allé chercher Ouais. un gros but aussi. Je pense que c'était la game avant qu'on revienne à la maison. C'était peut-être la quatrième, là. Ça fait que, oui, le succès a passé vraiment par la profondeur, comme tu dis, puis c'est vraiment un élément clé. Quand tu regardes les remparts l'année passée aussi, c'est Ah oui. une équipe qui avait beaucoup de profondeur, puis qui avait une contribution de tout le monde. Il y avait même deux bons gardiens qui étaient capables de faire le travail. C'est qu'en bout de ligne, quand tu n'as pas de faiblesse à nulle part, c'est sûr que tu réussis à gagner tes matchs de hockey. Peux-tu comparer, est-ce que tu peux comparer un peu, mettons, l'Océanique de 2000 au rempart de l'année passée? Ça se compare-tu, selon toi, en termes de profondeur, aussi de talent? Ben, c'est sûr que c'est 2 saisons exceptionnelles. J'ai pas été Mhm. dans la chambre des remparts, par exemple, c'est que Non, je sais non. pas qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance, mais de ce qu'on entend, ça se ressemblait beaucoup, honnêtement. Puis t'as vu que le parcours qu'ils ont fait, je pense que ça ressemblait vraiment à ce qu'on a fait aussi, même en série. Ils n'ont pas eu ben de défaites, si ma mémoire est bonne, là, ça Ouais. s'est passé juste en finale de leur côté. Deux Ça fait défaites. exact, ça fait que ça a été vraiment bon. Puis les autres, ils ont eu 4 rondes, nous autres, on en avait eu 3. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment une belle année qu'ils ont réussi à accomplir l'année passée. Puis, parle-moi du sentiment de soulever la coupe, de soulever la coupe du président en premier, puis ensuite de ça, de soulever la coupe mémoriale. Est-ce que à la coupe du président, c'était un peu euh, le devoir accompli pour vous? Ben, je te dirais que c'était plus une étape dans notre parcours. Tu sais. Je disais Ouais. tantôt, on avait un objectif, c'était vraiment la Coupe Memorial. Puis, tu sais, c'est un trophée qui est extrêmement difficile à gagner. Puis, on est arrivé, on a célébré notre Coupe du Président. Puis après ça, on est retombé en mode, on a quelque chose d'autre à aller chercher. Ça fait que, oui, on avait accompli quelque chose, mais on n'était pas au bout de ce qu'on recherchait. Puis, c'est pour ça qu'on était vraiment encore à notre maximum quand on est arrivé à la Coupe Memorial. Puis justement, quand vous avez gagné la Coupe Memorial, après ça, dans la chambre, là, c'était quoi le sentiment dans l'équipe? Tu sais, là, quand c'était vraiment fini, puis là, vous aviez accompli le plus que vous pouviez faire, là. Ah, regarde, c'était effectivement le sentiment de devoir accompli. Je pense que c'était une affaire comme notre centième game dans l'année, là, avec les parties hors concours au début d'année puis tout. Ça, que ça faisait pas mal de fois que tu attachais tes patins, comme on dit. Mais ça a été vraiment, tu sais, après ça, tout relâche, on dirait. Tu célèbres, tu célèbres, tu célèbres, puis après ça, tu t'assieds, tu dis, ah, ben ouais, on vient-tu vraiment d'accomplir ça? Ça fait que ça a été vraiment des beaux moments. Puis avec les gars qu'on était, tu sais, il y en a beaucoup de cette gang-là que je côtoie encore, qu'on se parle souvent. C'est que ça crée un lien pour la vie quand tu gagnes un championnat de même. Mhm. Tu peux fais la prochaine question, Zach, puis je vais enchaîner avec l'autre. Ben, la prochaine question, t'en as parlé un peu tantôt. On voulait parler un peu de Doris, on voulait pas passer à côté du sujet. Peux-tu nous parler un peu comment il était comme entraîneur avec ses joueurs, puis quel souvenir que toi, personnellement, tu vas garder de Doris Labonté?
Ah ben, Doris, moi, je le considère vraiment un avant-gardiste dans son métier parce que, tu sais, Mhm. on parle de 20 ans en avance sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais tu sais, les coachs à cette heure, ils sont beaucoup plus proches des joueurs, un peu comme Doris était avec nous. Tu sais, quand il arrivait en arrière du banc, des fois, il faisait un peu le personnage pour embarquer dans la game de certains autres coachs, là. Mais en bout de ligne, c'était vraiment quelqu'un qui prenait soin de tous les gars qui avaient à s'occuper. Ce que sais, il y a pas personne qui avait pas une bonne discussion avec Doris dans le sens de si on avait besoin de quelque chose, comment on pouvait devenir un meilleur joueur de hockey, si on avait des problèmes X. Fait que, tu sais, c'était une personne qui voulait s'assurer du bien-être de tout le monde pour que l'équipe puisse réussir par la suite, là. Parle-nous, il y a une question qui vient de me rentrer dans la tête, là. Puis ça accompagne un peu le sujet de Doris. Euh, c'est Doris qui aurait dit au chauffeur d'autobus d'arrêter à chaque ville dans la vallée ou en tout cas pour aller à Rimouski, qu'il y avait un joueur. Comment le retour à Rimouski en revenant d'Halifax après la Coupe mémoriale, c'était comment l'ambiance dans l'autobus quand que là vous arrêtiez à chaque ville, tu sais, Sébec, Amkoui, puis tout ça, c'était comment le sentiment? Ben, tu sais, c'était de l'accomplissement. Je peux dire en plus que tu sais, le slogan de l'équipe de toute une région, là, Hmm, ça rayonnait vraiment à ce moment-là. Tu voyais même que si ma mémoire est bonne, ça Sébec qui était dans le chemin, on n'avait pas le choix d'arrêter, là. Mais tu sais, les gens étaient vraiment heureux pour nous, puis on l'a vu après ça quand est arrivé à Rimouski, le défilé, puis la quantité de monde qui se sont présentés, c'était au vraiment Colisée. exceptionnel, là. Puis, tu as été, à la suite de cette saison-là, tu as été repêché par les Penguins de Pittsburgh en quatrième ronde. Comment tu as vécu ce moment-là? Est-ce que ça t'a ramené des souvenirs de ton repêchage junior? Oui, puis non, je te dirais que mon repêchage junior se passait à Rimouski. Ça fait que, tu sais, je faisais pas trop de découvertes où ce que j'allais. Mon repêchage national, c'était à Calgary. Ça fait que, tu sais, c'était tout du nouveau. Là, j'avais pas sorti bien avant ça. Le plus loin que j'avais été, honnêtement, c'est pas- j'ai de la misère à m'en souvenir. Jeune, on faisait pas des gros voyages. Ça fait que je pense que c'était peut-être la première fois que je parcourais un si long voyage en avion. Donc, j'en ai profité. Mon repêchage, c'était sur 2 jours. C'était la première ronde. Après ça, les rondes suivantes. Donc, moi, ça s'est passé au deuxième jour, bien sûr, mais ça a Ouais. été vraiment, peu importe la journée que tu te fais repêcher ou la ronde, tant qu'à moi, c'était vraiment un sentiment exceptionnel là, de pouvoir avoir une opportunité d'avoir cette chance-là de montrer qu'est-ce que je pouvais faire dans la Ligue nationale. Puis en plus, tout se passait en anglais, ça fait que je te dirais que... Puis une anecdote de ça, quand j'ai fait mon entrevue avec les Pingouins, ils me Ouais. demandent qui que je pense que c'est le meilleur joueur de hockey dans la Ligue nationale. Tu sais, moi, je m'en vais répondre Wayne Gretzky. Ils ont parti à rire en tabarouette. Là, ils m'ont dit, puis Mario Lemieux, tu le trouves comment? Je me sentais pas gros après ça, mais je me suis dit, garde, j'ai été honnête avec les autres pareil. Ben oui. Euh, hmm. Ben, je pense que c'est important aussi, là, tu sais, qu'ils sachent un peu d'où tu prends un peu ton modèle, si on veut. Là. Fait que Ouais, puis c'est je pense que dans ces entrevues-là, ils veulent connaître la personne aussi. C'est que, tu oui. sais, ils découvrent de même que tu es une personne assez honnête quand tu réponds une réponse dans ce sens-là. J'ai une question qui vient par rapport à ça, justement. Cette année-là, mettons, l'année de ton repêchage, y avait-tu justement un joueur dans la Ligue nationale à qui que tu aimais te comparer ou que tu aimais t'inspirer pour ton style de jeu à toi? Pas tant. Je sais qu'à l'époque, là, j'aimais bien Joe Sakic, mais tu sais, il était pas mal plus rapide que moi, je pouvais l'être sur une glace de hockey. C'est que et moi, pour être honnête avec vous autres, j'étais vraiment un gros fan de gardien de but quand j'étais jeune. Toute ma jeunesse, là, Patrick Roy, c'est mon idole. C'est que, tu sais, tantôt, tu parlais des remparts qui gagnaient l'année passée. Ouais. Ben, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel de le voir réussir dans un autre domaine. Mais honnêtement, tu sais, des joueurs qui me ressemblaient, c'était toujours embêtant parce que des fois, les joueurs ont beaucoup de vitesse ou des fois, ils ont beaucoup de hockey sense. Ça fait que, tu sais, j'essayais de faire mon chemin à moi avec mes aptitudes que j'étais capable d'apporter, honnêtement. C'était Euh, quoi, mettons. Ah, vas-y, Zach. oh, vas-y, je vais continuer après. Ah, ben, c'était quoi. Ma question, c'était quoi le, le- l'aspect de ton jeu dans le junior comme dans le professionnel? C'était quoi l'aspect de ton jeu que tu aimais le plus exploiter? Ben, tu sais, j'ai toujours été reconnu pour compter des buts. Je pense que mon lancer a toujours été
mon point majeur dans ma game. Ouais. Après ça, ce qui m'aidait, c'est que j'avais un bon positionnement. Je trouvais le moyen de m'ouvrir pour recevoir des passes puis être en bonne position de lancer. Donc, ces deux aspects-là ont fait que j'ai pu réussir là, dans tous les niveaux que j'ai joués. Par la suite, quand j'ai terminé, ben là, la vitesse venait vraiment un des points C'est un autre majeurs. Puis, coche, là. exact, là, ça a été vraiment la différence qui a fait pourquoi ça s'est peut-être terminé quand j'avais 30 ans. Ben, c'est ça, l'aspect vitesse est rentré en ligne de compte. Puis, on se le cachera pas, le hockey est tellement rendu rapide, puis ça a commencé à Mm. tourner là, dans ces années-là, là, quand moi j'ai arrivé à la fin de ma carrière. Euh, à part Pittsburgh, tu as joué à Tampa Bay, puis aussi avec les Canucks de Vancouver. Peux-tu nous parler de tes trois expériences dans chacune des équipes? Comment tu as vécu ça avec chacune des équipes dans la Ligue nationale? Ben oui. Ben avec les Pingouins, ça a été, tu sais, j'ai été là que 4-5 ans dans l'organisation. Ça fait que j'ai appris à connaître beaucoup du personnel. Puis, tu sais, c'était l'idée par Mario Lemieux. Dans mon premier camp d'entraînement, j'ai eu la chance d'aller souper avec les Québécois chez eux. Fait que ça, c'est une expérience qu'on se rappelle toute notre vie. Après ça, ma première année que j'ai joué avec les Pingouins, c'est la première année de Sidney Crosby. Ça fait que, tu sais, tout Ouais. l'engouement que ça générait, c'était exceptionnel aussi autour des Pingouins. Puis on aurait dit que c'était comme la lumière au bout du tunnel. Pour eux autres, c'est plusieurs années que c'était des années difficiles. Puis lui est arrivé, puis ça a commencé justement à remonter. Puis sa deuxième année, on faisait déjà les séries. C'est que ça a été vraiment des beaux moments avec les Pingouins. Par la suite, à Tampa, ben, j'étais arrivé là, c'était John Tortorella qui coachait. C'est que j'ai eu des belles expériences avec lui, dont un camp d'entraînement assez haut en, comment je peux dire ça, en demande physique. C'était très, très Ah ouais. exigeant. Puis j'ai eu la chance de jouer avec Martin Saint-Louis, même assis à côté de lui, là, dans la chambre durant toute la saison. Puis il y avait même Vincent Lecavalier, Brad Richards que je retrouvais aussi avec le Lightning. C'est que ça a été une belle saison avec des gens comme ça. Puis au niveau apprentissage aussi, on apprend de toutes les personnes qu'on côtoie. Ça fait que John, il était bien dur, mais il y avait des points qui étaient très bons aussi. Tu sais, c'est pas lui qui allait comment je peux dire ça, cracher sur ses joueurs en dehors. Là. Tu sais, quand il y avait quelque chose à nous dire, il nous le disait derrière les portes fermées, puis il protégeait vraiment beaucoup ses joueurs devant les journalistes. Fait que ça, c'était vraiment apprécié de nous autres. Là. J'ai deux questions qui m'ont traversé l'esprit. Tu as parlé de Oui. Mario Lemieux tantôt. Tu lui as-tu dit l'histoire de l'entrevue avec les Pingouins que tu avais dit ton joueur, c'était Wayne Gretzky? Non, non, j'aurais été bien trop gêné d'y en parler. Ah, non. Puis, Non, mais j'ai quand même eu la chance de jouer 3 games avec. Ça aussi, c'est quand même ouais, ouais. exceptionnel. C'est vraiment quelque chose d'intéressant là, quand tu regardes le parcours. Là. Mm. Puis mon autre question, tu as parlé aussi de t'as retrouvé Brad Richards avec qui tu as gagné la Coupe Mémoriale. C'était ça aussi, ça a dû être le fun de retrouver quand même un de tes bons amis, là. Ben oui, exact. Tu sais, après avoir vécu certaines choses dans un championnat, ben, c'est toujours plaisant de retrouver un gars comme ça. Puis sachant qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble aussi. Tu sais, on a eu quelques occasions de jouer ensemble à Tampa Bay aussi, puis on a eu des beaux résultats. Je dis pas que l'équipe en général, on a eu les meilleurs résultats du monde. Et il y a eu certaines affaires qui ont fait qu'on n'était pas dans les tops du classement, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Juste en début d'année, on avait perdu notre meilleur défenseur, Dan Boyle. Là, il s'avait fait couper un Hmm. tendon du poignet. C'est que déjà là, ça avait eu un impact majeur sur notre saison. Mais regarde, c'est pas plus grave que ça. Ça a été vraiment une belle opportunité de pouvoir jouer avec lui là, à ce moment-là. Ah oui. Moi aussi, j'avais une question qui m'est venue. T'as parlé de John Tortorella. Si je te demandais, ben, tu sais, présentement, dans les dernières années, il a fait beaucoup de controverses dans les médias, tu sais, avec le style d'entraîneur qui change de nos jours aussi, avec le hockey qui change, comme qu'on a dit, avec la vitesse et tout. Mais quand tu étais là, est-ce qu'il était quand même bien vu de ses joueurs? Puis comment que c'était du point de vue des joueurs d'avoir John comme entraîneur? Ben, John, c'est un entraîneur qui était très exigeant. Hein? Ça fait que si Ouais. tu y en donnais, il allait t'en donner. Ça fait que, tu sais, ceux-là comment je peux dire ça, qui trouvaient trop rough ou que, tu sais, ils s'assisaient un peu en arrière. Il y en a qui se font écraser par de la pression comme ça. Ben, à ce moment-là, il y en avait encore moins. Ça fait que, tu sais, c'est pour ça que la vision des gens, des fois, est différente d'une personne à l'autre. Tout dépend comment que tu carbures à ces comportements-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est pas le style de coaching qu'ils apprécient. Souvent, c'est des jeunes qui sont un ou deux par famille, puis ils ont vraiment tout le temps eu toute l'attention. C'est sûr que c'est très différent. Puis
c'est correct, tu sais, le parler aussi est différent. Il Mm. y a déjà des choses qui se disaient à l'époque, ça passe plus aujourd'hui, donc puis c'est très correct que ça soit rendu comme ça. On Ouais. s'entend-tu qu'en tant que société, on est rendu là. Mais c'est ça, c'était un entraîneur qui était très exigeant, très demandant. Puis quand tu y en donnais, ben, tu avais le résultat en retour aussi. Puis, t'as eu quand même un bon passage dans la Ligue américaine. Tu as d'ailleurs remporté la Coupe Calder avec les Admirals de Norfolk, si je me trompe pas, en 2012. Comment tu as vécu un autre championnat comme ça? Puis, est-ce que ça t'a un peu rappelé la Coupe Mémoriale, peut-être à une plus grande échelle ou à une plus petite échelle, selon toi? Oui, c'était un autre vraiment beau moment, comme tu dis. Puis j'avais la chance de me faire coacher par John Cooper. Ça fait que c'était quand Ouais, même une année exceptionnelle. Puis on a fini l'année avec 28 victoires en ligne. Je te dirais que c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans le hockey professionnel, non, surtout dans une ligue comme la Ligue américaine, qui a souvent des joueurs qui montent dans la Ligue nationale, puis c'est du mouvement de ça joueurs. change tout le temps, hein. Exact. Ça fait que, tu sais, on est arrivé en série après, puis je pense on a perdu 2 games dans les séries. Ça fait que dans nos 40 quelques dernières games, on a perdu 2 games. C'est que ça a rendu cette saison-là vraiment magique. Puis moi, ben, ça a été ma dernière game professionnelle. C'est que je me suis retiré avec une victoire. C'est que ça a été Ouais. un autre moment que je retiens. Mais tu sais, c'est l'histoire du lockout qui a suivi, qui a fait que j'ai tourné la page. Mais ça a été vraiment ces 2 années-là de championnat, ça a été vraiment des belles années. Euh, Ça a-tu été dur de faire, excuse-moi Zach, mais ça a-tu été dur de faire de mettre la switch à off de la carrière de hockey pour toi? Ben, c'est sûr que c'est jamais évident quand c'est quelque chose que tu as fait toute ta vie. Mhm. Mais je te cacherai pas que je m'avais quand même préparé là, au travers des années à ce que je voulais faire pour la suite. Je te dirais pas qu'on est tout le temps prêt à 100% quand même. Quand tu tombes Non. comment je peux dire ça, le milieu du travail, dans le real life, comme on dit, ben, t'en apprends tous les jours. Puis c'est aussi demandant en niveau énergie que quand tu joues au hockey. Mais regarde, j'ai pris la décision. Je voulais pas retourner en Europe. C'était vraiment, j'avais joué 2 ans là-bas. Puis les patinoires, pas nord-américaines, les patinoires internationales, c'était pas pour moi. Tantôt, on parlait de vitesse, là, puis Ouais, je me perdais un peu sur ces grandes patinoires-là. J'étais plus du style, il faut aller proche du filet, il faut s'approcher pour prendre des lancers puis avoir une chance de compter. Donc, c'est un peu tout ça ensemble. Puis je venais d'avoir mon troisième enfant, puis on a pris la décision là, que c'était préférable de tourner la page, de me lancer Puis, tu sais, j'étais vraiment attiré par le monde des affaires à ce moment-là. C'est vers ça que je me suis enligné. si j'en reviens plus au moment présent, dans la dernière été qui vient de passer, tu as vendu la franchise Verdure pour justement te consacrer entièrement au hockey, puis au coaching. Tu as d'ailleurs soumis ta candidature, là, ça a passé dans les médias, à l'Océanique et aux Albatros. Peux-tu nous parler un peu de comment tu as vécu ces démarches-là? Oui, ben moi, ma décision était prise, ça faisait quand même 3 ans. Puis tu sais, j'avais informé le groupe Verdure dans le fond de mes intentions. Puis là, c'était de trouver une personne pour me racheter. Finalement, c'est eux qui m'ont offert de reprendre les rênes de la compagnie à Rimouski, puis que j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre comment je peux dire ça, revenir à mes amours, si on peut dire ça de même, là, ouais. dans le monde du hockey. Puis j'avais été impliqué avec le SANIC dans le développement des joueurs. Puis tu sais, j'avais vraiment appris là, au travers de tout ça. Puis mon gars qui avait commencé dans le hockey plus compétitif, j'avais eu la chance de le coacher les 2 années précédentes. Ça fait que j'étais vraiment rendu à ce moment-là. Puis quand les deux postes se sont ouverts dans la même année, ben j'ai dit, il m'a sauté sur l'occasion. Je vais appliquer aux 2 places, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour moi, c'est d'être ici à Rivière-du-Loup cette année. C'est vraiment une belle année d'apprentissage. J'apprends beaucoup de choses jour après jour. Puis j'ai eu la chance d'avoir le travail de directeur gérant en même temps. C'est que je vois les deux côtés de la médaille, si on peut dire, tout ce qui se passe à la glace, tout ce qui est plus administratif. Donc, c'est vraiment positif pour la suite des choses là, qui va suivre dans ce domaine-là. Puis justement, si tu peux nous parler un petit peu plus de comment tu anticipes ta première saison comme entraîneur-chef avec les Albatros. Est-ce que pour vous, ça risque d'être une belle année? Ben, tu sais, on est une équipe
plus de régions. Il y a des grands centres qui ont beaucoup de talent. Nous, on est une équipe qui va falloir travailler pour compter chaque but qu'on veut à chaque Ouais. soir. Donc, c'est sûr que ce que je veux mettre l'emphase, c'est vraiment sur la prise de décision avec la rondelle. Si on peut conserver, elle est déjà dur à aller chercher. C'est qu'une fois qu'on l'a, si on peut prendre des bonnes décisions pour la garder plus longtemps, puis se créer des chances offensivement, c'est vraiment là-dessus que je mise là, pour que les jeunes apprennent la bonne façon pour avoir du succès dans le monde du hockey. Et j'ai une autre question qui vient de me traverser l'esprit. On n'avait pas préparé c'est une question pour ça, mais en 2014, tu as eu la chance de voir ton chandail retiré par l'Océanique. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Tu étais entouré de ta famille, tout ça, puis il y a eu beaucoup d'invités aussi. Puis c'était comment pour toi de voir ton numéro retiré puis dire que tu es parmi les immortels de l'Océanique? Oui, c'est assez incroyable. Puis je te dirais que au moment que ça s'est fait, là, c'était un peu la consécration que je mettais sur toute ma carrière. Tu sais, l'Océanique a été vraiment la porte qui m'a Mhm. permis d'accéder au plus haut niveau. C'est là que j'ai commencé à y croire. Là, tu sais. Tu regardes le hockey à TV, mais tu ne crois pas nécessairement que tu peux jouer dans ce calibre-là jusqu'au moment où tu es rendu à cogner à la porte de la Ligue nationale. Ça, ça a été une belle vitrine. Puis l'Océanique m'ont permis de pouvoir me développer puis exploiter tout ce que j'étais capable pour devenir le joueur de hockey que je suis devenu. Ça fait que cette soirée-là, ça a vraiment été un bel hommage. Puis à toutes les fois que je rentre au Colisée, ben, ça fait toujours chaud au cœur de voir cette Ouais. bannière-là qui est accrochée au plafond. Là. Avec beaucoup de gros noms quand même aussi, dont il y a eu Doris puis Maurice Tanguay, là. Donc ça doit être ça doit faire un petit velours quand même, là. Ben oui, exactement. C'est vraiment des bonnes personnes qui sont à côté. Puis c'est des personnes marquantes dans l'histoire de l'Océanique, là, Ouais. effectivement, que tout le monde va se rappeler tout le temps. Là. Ben, c'est déjà tout pour le podcast de ce soir, Michel. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Ça a vraiment été très intéressant de faire le tour de tous tes chapitres dans le monde du Ouais. hockey. Puis il y en a J'espère. beaucoup. Ouais, Ah non, c'est sûr, quand on se promène un peu partout, mais comme je disais tantôt, tu profites de toutes les expériences que tu fais, puis tu gardes le meilleur de tout ça pour, après ça, faire toi, qu'est-ce que tu as envie avec ce que tu ramènes d'un peu partout. Là. exact. Hmm. Vous êtes bien Donc, gentils, les gars. Merci beaucoup. Ben, ça ouais. fait plaisir. Puis Euh, avant de finir, là, pour les auditeurs qui écoutent le podcast, c'est notre dernière pour cette première saison-là. Puis si vous avez des suggestions ou des idées d'invités que vous aimeriez voir pour notre saison 2, juste nous les dire en commentaire. Nous, on va regarder ça, puis ça va nous faire plaisir de recevoir des invités. Puis même, on pourrait commencer ça là, dans les prochains mois là, pour décider des invités. Donc, gênez-vous pas, là, les gens qui nous écoutent à la maison, si jamais vous avez des idées ou des suggestions d'invités pour notre deuxième saison, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis je vais laisser Zachary pour la conclusion. ouais, ben, merci encore d'avoir été là à la maison, puis merci beaucoup encore à Michel pour son temps. C'est très apprécié. Ça fait plaisir, monsieur. Merci à vous. Bonne soirée. Merci là. Bonne soirée.